Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous parle de mai 1871. Vous vous rappelez bien entendu la fin de la Commune, la semaine sanglante, la répression des troupes légalistes qui arrivent de Versailles et dans les rues éventrées, fumantes de la capitale, un jeune homme est là qui circule avec le crayon à la main. Il s'appelle Jean-Louis Forain, il a 19 ans et on peut dire que Paris est un gigantesque terrain de jeu pour celui qui croque, qui dessine, qui nourrit comme ça ces petits croquis, ces croquetons comme on disait à l'époque. Ce Paris meurtri par les dernières clameurs de la Commune et par les premiers pas de ce qui va devenir une véritable république, Paris va en quelque sorte aiguiser le regard de celui qui deviendra le chroniqueur de la vie moderne. Il dessine pas pour décorer, Forain, il dessine pour comprendre, pour participer, pour dénoncer. Il fait partie, vous savez, de cette génération qui a été contrainte de grandir trop vite et trop tôt dans ce moment de grand basculement et de grande accélération du dernier tiers du 19e siècle. Derrière, ce qui pourrait souvent passer pour une légèreté apparente et qu'on va finir par appeler la belle époque, il y a souvent du tragique, il y a souvent du grinçant. Alors tout avait commencé bien plus tôt, évidemment, en 1852, le 23 octobre 1852, à Reims. Louis-Henri Forain, c'est son vrai prénom, il sera appelé Jean-Louis que plus tard, naît dans une famille qui est une famille modeste. Son père peint des enseignes, c'est pas des grandes fresques, c'est pas l'enseigne de Gersaint que peint son père, ce sont des lettres qu'il peint au pinceau qui sont posées sur les devantures, mais déjà le jeune garçon observe, il a cette acuité du regard qui fait les grands artistes. À 11 ans, il va quitter, avec sa famille, il va quitter la Champagne pour s'installer justement à Paris. Et alors là, c'est extraordinaire pour lui, toutes ces rues agitées, ces vitrines éclairées de la capitale. Forain sait que c'est désormais au dessin qu'il va confier tous les tourments de son existence. C'est au dessin qu'il va confier sa vie. Il passe pas beaucoup de temps sur les bancs de l'école, il est plutôt dans les couloirs du Louvre pour se frotter à tous les géants de la peinture et de la sculpture et de l'art en général. C'est l'œil, son école à lui. Il recopie les maîtres. Il va faire la connaissance d'ailleurs de Jacques Esson de la Chevreuse qui lui enseigne les rudiments du dessin, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses à savoir, notamment tout simplement sur la façon d'appuyer le trait. Vous savez, c'est fondamental quand vous commencez, quand vous faites vos débuts dans le dessin. Il fera quand même un séjour aux Beaux-Arts dans l'atelier de Gérôme, s'il vous plaît. C'est là qu'il est remarqué par le sculpteur très en vue de la cour impériale de l'époque, Jean-Baptiste Carpeaux en personne. Et Carpeaux va le prendre dans son atelier comme praticien et il va se former là pendant 1 an, Forain. Alors pourquoi 1 an ? Vous allez me dire, c'est bien bref comme aventure. Ben oui, mais un jour, il y a un incident dans l'atelier. Il faut imaginer tous les jeunes élèves de Carpeaux qui sont là. Il y a une maquette qui se trouve endommagée. Et alors, le maître est connu pour son caractère ombrageux. Quand Carpeaux rentre, il est furieux. Il demande que le coupable se dénonce. Et Forain va se dénoncer à la place du vrai fautif parce que c'était un père de famille. Oh, c'est très beau, c'est un geste chevaleresque, mais la conséquence ne tarde pas. Il est mis à la porte. De chez Carpeaux, mais il va aussi être mis à la porte de sa propre maison parce que son père est furieux de le voir ainsi congédié et il décide de le chasser du foyer familial. Ça ne plaisante pas dans la France de cette époque-là. Il faut imaginer la dureté des mœurs et des relations même intrafamiliales. La preuve, ce qui fait que ce gamin de 17 ans se retrouve seul maintenant. Il va aller trouver refuge dans ce Paris un peu frondeur du début des années 1870, dans les cafés enfumés où il va croiser la route de tout ce qu'il y a de bohème à l'époque, les poètes, les écrivains, les peintres, ceux grâce à qui le jeune dessinateur va quand même réussir à se faire un nom. Il fréquente les grands avec l'intention évidemment de devenir lui-même assez vite un grand. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc vous avez compris qu'il a été chassé de l'atelier et du foyer parental, ce jeune homme Forain qui
qui mène donc la vie de bohème parisienne au Café Gerbois. Il va écouter les discussions sur toutes les grandes transformations de l'art. Rappelez-vous, j'ai eu l'occasion de vous parler à l'occasion du 150e anniversaire de l'impressionnisme l'année dernière. Je vous ai raconté cette période de bouillonnement extraordinaire. Bon, il y a quand même la guerre franco-prussienne qui arrive. Il va participer à la défense du fort de Montrouge. Au fond, Forain est un anarchiste. C'est quelqu'un qui a le plus grand mal à supporter les autorités établies. Il manifeste d'ailleurs une certaine sympathie pour les communards, même si ensuite on le voit éteindre les incendies de l'insurrection, les incendies de la semaine sanglante dans un bataillon du génie. Le jeune artiste est élève à cette époque-là d'un caricaturiste célèbre qui s'appelle André Gilles. Et il va trouver un nom pour signer ses petites pochades. Il se fait appeler Zut. Ça ne s'invente pas, Z-U-T, Zut, oui. D'ailleurs, il va tout naturellement intégrer le club zutiste. C'est l'époque des dîners des vilains bonshommes, vous savez, où on trouve tout ce que Paris comporte d'artistes un peu sur la marge, dont Verlaine et Rimbaud, bien entendu. Début d'ailleurs d'une amitié brève mais intense avec le jeune Rimbaud. À partir du mois de décembre 71, Forain va en effet partager une espèce de soupente, un petit logis de la rue Campagne Première, et il va partager cette soupente avec Rimbaud. Verlaine l'appelle le Gavroche parce qu'il a cette gouaille montmartroise, vous voyez. Et on a un portrait présumé d'Arthur Rimbaud qui date de cette époque, et puis un croquis intitulé Qui s'y frotte s'y pique. Tout ça témoigne de cette brève mais forte amitié avec l'auteur du Dormeur du Val. En 1874, il va tenter sa chance au Salon. C'est le fameux Salon où tout va se décider, vous savez. Il se trouve que la nature morte qu'il présentait est refusée. Il est incorporé au 101e régiment d'infanterie à Laval, parce que c'est le moment de faire son service militaire. Et à son retour, il va publier ses dessins dans des petits journaux satiriques, et dans des grands journaux d'ailleurs. Dans le Scapin en 1876, La Cravache parisienne, La République des lettres, La vie moderne, Le Monde parisien. À l'époque, il n'a vraiment pas les moyens. Il doit se contenter des verres d'eau gratuits à la terrasse de la Nouvelle-Athènes ou du Café américain ou du célèbre Tortoni qui depuis 50 ans déjà fait les beaux jours de la vie mondaine et de la vie artistique parisienne. Il possède un habit quand même parce que c'est la seule condition pour pouvoir entrer au spectacle à l'époque. Et il va comme ça découvrir le monde de l'opéra. C'est le monde des danseuses et des abonnés, n'est-ce pas? Donc il va faire un thème de prédilection. Il rencontre Monet, puisque je vous parle de l'opéra des danseuses et des abonnés, il rencontre Degas, bien sûr. Et c'est à l'invitation d'ailleurs de Degas qu'il expose avec les impressionnistes à 4 reprises de 79 à 86. Il en fait partie de la liste que nous avons eu l'occasion de détailler l'année dernière. Alors, ces œuvres sont exécutées souvent à l'aquarelle ou à la gouache, au pastel aussi, pas mal, pastel, crayon gras. À cette époque, les œuvres sont marquées par cette espèce de vivacité, non seulement dans le trait, mais dans les couleurs, avec aussi un esprit satirique qu'il va cultiver dans les colonnes d'un certain nombre de journaux. Vous voyez qu'il est installé, le jeune Forain, maintenant. Il fait partie du petit monde de Montmartre. C'est d'ailleurs un observateur à l'œil vraiment très, très acéré. Je vous ai dit qu'il a ce regard, et il est capable, ce regard, de le transcrire dans le trait. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. C'est Huysmans, le grand Huysmans, qui en 1879 nous dit « Forain est l'un des peintres de la vie moderne les plus incisifs que je connaisse ». Il y a comme ça des jugements qui valent brevet. Il y a un grand phénomène dans la société de cette deuxième moitié du 19e siècle, c'est le phénomène de la presse, avec l'invention notamment de la rotative, qui permet de tirer des journaux à très 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 grand tirage. Vous avez maintenant des quotidiens qui paraissent à plus d'1 million d'exemplaires. Ça devient un phénomène de société, comme l'a été la télévision il y a 50 ans, comme l'est devenu aujourd'hui, comme le sont les réseaux sociaux, si vous voulez. C'est fondamental. Et Forain
va devenir un des visages de cette presse, où il fait entendre un petit son un peu grinçant et spécifique, un son populaire. Il parle de ces petites gens qu'on ne lit jamais, bien entendu, la blanchisseuse, le clerc de notaire, la cocotte qui rêve de faire un beau mariage, le flâneur désabusé du palais royal, vous voyez. Et avec son trait tellement reconnaissable et si fort, il les fait entrer dans les colonnes des quotidiens, le Courrier français, le Gaulois, l'Écho de Paris, enfin tous les grands journaux de l'époque, Le Temps, l'Assiette au beurre, et puis Le Figaro, pour lequel il va publier environ 1 millier de dessins échelonnés sur 35 ans. On l'appellera le Juvénal du Figaro. Il est vraiment devenu, à une époque, le titre, le Figaro, c'est vraiment identifié au dessin de Forain. Dans son propre journal qu'il a lancé en 1889, qui s'appelle Le Fifre, il explique qu'il veut, je cite, « compter la vie de tous les jours, montrer le ridicule de certaines douleurs, la tristesse de bien des joies. » Et quand on lui demande « Où aura lieu votre prochaine exposition ?», il répond « Dans les kiosques ». Vous voyez à quel point c'est l'homme de la presse, Forain. Et bien entendu, quand vous êtes l'homme de la presse, qui plus est d'une presse d'opinion, à une époque où les débats sont très vifs, ça vous amène à prendre parti. Les dessins de Forain sont très connus à l'époque. Cézanne, par exemple, en accroche au mur de son atelier. On a une phrase de Vincent Van Gogh à son frère Théo, vous savez, qui dit que le dessin de Forain, au trait puissant, dit-il, ces dessins qui m'ont surtout produit l'effet de ce que je fabrique, que ce que je fabrique devient bien sentimental à côté, dit Van Gogh. Pour Guillaume Apollinaire, aucun homme, sinon Molière, ne sut s'élever comme Forain à ce sublime comique qui ne va pas sans amertume. Alors vous allez me dire, mais comment un homme aussi encensé de son vivant peut-il devenir un artiste sinon méconnu, mais en tout cas un peu marginal, 150 ans plus tard? Eh bien, il y a eu chez Forain un certain nombre d'engagements. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque du scandale des décorations, du scandale des fiches, les inventaires, la crise de Panama, bien entendu, l'anarchisme qui se répand, et puis, d'abord, surtout, avant tout, l'affaire Dreyfus, bien sûr. En 1898, Forain va fonder le journal Pst. Ça s'écrit PSST, ce journal qu'il fonde avec le grand caricaturiste Carandache, vous savez, un hebdomadaire très mordant, où, dit-il, il répond au sentiment de dégoût et d'indignation que nous inspirent les odieuses manœuvres du syndicat. C'est devenu un devoir pour chacun de combattre tous ces cosmopolites avec les moyens dont ils disposent. Les cosmopolites en question, vous voyez bien qu'il y a là, on vise les Dreyfusards, bien sûr. Hein. La France est complètement coupée en deux entre ceux qui prennent fait et cause pour le capitaine de Dreyfus et vont mettre en avant l'injustice terrible dont il a été victime, et puis ceux qui, pour défendre une certaine vision de la tradition de l'armée, de la société, etc., vont se faire anti-dreyfusistes. Et c'est le cas, bien sûr, c'est le cas de Forain qui, toute sa vie, nous montre, toute sa vie le conduisait à ça, bien entendu. Et les dessins anti-dreyfusards terribles de Forain vont avoir tendance, bien sûr, à le condamner au regard des décennies suivantes. Il a, entre guillemets, choisi le mauvais camp, il faut bien le dire. Et en face, les Dreyfusards vont répondre avec un journal qui s'appelle Le Sifflet, sous la direction d'Achille Stins, avec les dessins d'Édouard Couturier, de Félix Vallotton, entre autres. Dans l'Aurore du 26 février de cette même année 98, Eugène Thiébaut compare les dessins du nouveau journal à ceux du journal de Carandache et de Forain. Cela change de l'éternel dessin de Forain, toujours le même, monotone, et que ne sauve pas toujours de spirituelles légendes, et cela vaut mieux infiniment que les platitudes enfantines de ce monsieur Carandache. Vous voyez que, ça y est, Carandache et Forain sont devenus les personnes à abattre, en quelque sorte. Et notamment, on va les voir représentés par Maximilien Luce dans un dessin où ils sont figurés en prostituées s'offrant à l'armée et à l'église.
Il y a, c'est vrai, dans les dessins de Forain, un emportement, une fureur même, une espèce d'excès extraordinaire qui n'enlève d'ailleurs rien, au contraire, à leur incroyable talent. Forain, c'est le moqueur par essence, c'est cette espèce de vieil esprit populaire français qui vient à s'exprimer dans tous les arts et dans la caricature, où il trouve évidemment son acmé, c'est celui qui va d'une certaine manière s'imposer par le trait. Le trait aussi bien, vous voyez, je joue sur les mots là, aussi bien le trait d'humour, le trait spirituel que le trait graphique. Évidemment. Il est devenu Forain, au-delà de son immense talent de dessinateur et de peintre, et enfin d'artiste plasticien dans tous les registres, il est devenu une sorte de, comment pourrait-on dire, de figure de la vie mondaine parisienne. On aime ses sorties, ses saillies, ses jeux de mots extraordinaires. Il a habité longtemps au 233 du faubourg Saint-Honoré, dans une cité d'artistes peuplée de noctambules. Toulouse-Lautrec voue une grande admiration, qui fait partie de la petite bande, il voue une grande admiration à Forain. « Je ne suis d'aucune école, je travaille dans mon coin, j'admire Degas et Forain », dit Toulouse-Lautrec. Alors, à partir de 1909, Forain va partager son temps entre un hôtel particulier qui va se faire construire porte Dauphine et puis la maison qu'il achète à 2 pas du château de Versailles. Au Chesnay, il est devenu l'enfant terrible du tout Paris. On le recherche partout, dans les clubs les plus chics de la capitale, au Jockey, à l'Auto. Il a sa table chez Maxim's. Il participe à tous les grands dîners de Vollard, dans la cave de la rue Laffitte, aux côtés de Degas, de Cézanne, de Renoir, etc. Il est devenu une figure dont on redoute les maux d'esprit qui parfois peuvent vous tuer une réputation. Franck Ferrand sur Radio Classique. En 1914, évidemment, il a 62 ans à l'époque, Forain. Là, c'est la guerre. Et il choisit de s'engager dans cette guerre à sa manière, avec son crayon, si je puis dire. Il est trop âgé pour aller au front, bien sûr. Il rejoint la section de camouflage avec d'autres artistes, comme Dunoyer de Segonzac ou André Marre. Il peigne, il trace, il masque les batteries des tranchées. Il croque aussi les soldats, Forain. Et la fatigue, et les attentes sans fin dans les tranchées. Ces dessins sont publiés dans l'Opinion, dans le Figaro, bien sûr. Ils sont reproduits parfois en demi-page. Ils sont passionnément commentés par les lecteurs. Vous voyez à quel point cet homme-là est devenu le chroniqueur de son temps. Tandis que son dernier dessin de presse est publié dans le Figaro en janvier 1925, il y a ces compositions qui sont brossées à grands traits, comme le tango au cabaret qui décrit l'atmosphère des années folles déjà. C'est-à-dire, quand je vous dis qu'il est le chroniqueur de son temps, il épouse exactement l'état d'esprit de son époque. En 1920, l'artiste préside aux destinées de l'Association de la République de Montmartre, vous vous rappelez, cette grande institution farcesque, si je puis dire. Il est aussi dans la création de la Société des dessinateurs humoristes. C'est une personnalité devenue extrêmement importante, couvert d'honneur, Forain, élu à l'Institut en 1923. Il présidera la Société nationale des beaux-arts en 25. En 28, il est fait commandeur de la Légion d'honneur, élu comme membre étranger à l'Académie royale de Suède. 2 ans plus tard, il est membre étranger de l'Académie royale d'Angleterre. C'est vraiment devenu un peu le représentant d'une certaine vision de l'art français. Alors, il souffre, il est malade avec le temps, bien sûr. Il souffre d'emphysème, d'asthme. Il va retourner à Lourdes une dernière fois. Je ne vous ai pas parlé de ses voyages et de ses pèlerinages à Lourdes. Il y retourne en 1930 et l'année suivante, il s'éteint le 11 juillet 1931. Il meurt à Paris. Et voici ce que l'académicien Paul Léon nous dit dans son éloge funèbre. « Par-delà tous les honneurs qui lui vinrent au soir de la vie et qu'il accepta simplement sans illusion ni dédain, ce sont les victimes. Ce sont les humbles, les déshérités du sort qui furent proches de sa pensée. C'est par pitié pour eux qu'il fut féroce aux autres, aux possédants, aux puissants, aux satisfaits. Sous le masque des apparences, cet ironiste était un tendre, ce sceptique un patriote,
se désabuser, un croyant.